Je ne sais pas très bien ce qu'il y a dans l'actualité technologique cette semaine, c'est ce que nous allons découvrir pour ce dernier épisode des Technos de la saison, bien sûr. Oui, parce que dans l'actualité tout court, au moment où nous enregistrons, il paraît que les Diables Rouges, l'équipe nationale belge, jouent un match contre l'Angleterre. Donc, comme vous le voyez, on vous aime beaucoup. Peut-être un peu plus que le foot. Mais bon, on essayera de choper la seconde mi-temps, si c'est possible. De ce côté-ci, un luxembourgeois. Portugais-luxembourgeois. Portugais-luxembourgeois, un fan de Ronaldo avec nous pour parler technologie. Et puis de ce côté-là, un Français, mais pour l'instant à Osaka, au Japon, pour participer à ce dernier épisode de la saison. Pourquoi faire simple quand on peut faire un petit peu compliqué. Et donc au moment où nous enregistrons, c'est la nuit, hein, là où tu te trouves, Sébastien. C'est ça, il est 2h30 du matin à peu près. Voilà, à peu près. Donc, et ce garçon a la chance de passer tout son mois de juillet, fin de ce mois de juin et tout le mois de juillet au Japon. Autant dire qu'on aura certainement l'occasion d'en reparler, parce que c'est vrai que côté geekerie, bon, et c'est pas les derniers non plus, hein, les Japonais. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de regarder 2-3 trucs, de voir 2-3 trucs, des quartiers un peu particuliers. Le week-end dernier, j'ai fait un petit tour à Tokyo, donc j'ai vu le quartier Akihabara, pour ceux qui connaissent, c'est là où il y a tous les magasins d'électronique et tout ça sur plusieurs étages. Ouais. Et à Osaka, il y en a 2-3 aussi qui se défendent bien, et y compris des petites boutiques où on trouve des LED à l'unité, des trucs comme ça. Enfin, c'est très drôle. Donc probablement l'occasion d'en reparler, ça sera peut-être l'objet d'un hors-série la saison prochaine, pourquoi pas, hein, pour nous faire un peu un rapport entre guillemets de ce que tu as pu voir, en tout cas au niveau technologique, parce que j'imagine qu'il y a d'autres choses aussi à découvrir dans ce grand pays. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que j'ai oublié de préparer une petite partie de ce qu'on vous montre d'habitude, c'est-à-dire les illustrations. Comme c'est le dernier épisode de la saison, le 175, on va faire ça en temps réel. Hein, enfin, je vais essayer du moins. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à raconter de particulier, l'un d'entre vous, Sébastien, non. je vois Bruno de son côté qui dit « Ouh là là, il faut improviser, qu'est-ce qui va se passer ?» On va préciser quelque chose, c'est que contrairement à la semaine passée, on va essayer de faire l'abécédaire dans l'ordre. Oui, c'est ça. Donc, déjà, on va s'appliquer pour essayer de garder un ordre dans l'abécédaire, parce qu'il y a quand même un ordre dans l'abécédaire. Oui, en général, on essaye de le faire dans l'ordre, à part des fois la lettre W, on tord un petit peu la fin de l'alphabet pour vous présenter tout ça. Je regarde en même temps pour vous dire, les illustrations viennent de mon smartphone via un Apple TV, comme ça vous savez tout sur les coulisses, et il va falloir attendre un petit peu que ça charge maintenant, mais ça va aller assez vite, je l'espère du moins. Je ne sais plus du coup ce que je disais, mais c'est pas fort grave. Ceci dit, je le dis en passant, c'était Marc normalement qui devrait faire duo avec Sébastien pour terminer la saison. Il avait promis d'être là pour terminer la saison. Quelques petits problèmes pour l'instant. Tout va bien pour lui, ne vous inquiétez pas. Vous le retrouverez très prochainement. On le salue au passage et on remercie Bruno de le remplacer au pied levé. Donc voilà, je pense que maintenant on est prêt pour notre abécédaire. Tout ce que je voulais vous dire avant de commencer, c'était que pendant les vacances, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram également, où nous sommes présents, pas fort actifs mais présents tout de même, tout ça sous le nom Les Technos en un mot bien entendu, et donc peut-être qu'on partagera 2-3 trucs pendant l'été pour vous dire un petit peu ce qu'on fait de nos vacances, des petites cartes postales. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des messages, des cartes postales via les réseaux sociaux également. Ils seront les bienvenus et d'ores et déjà de bonnes vacances. Voilà, je pense qu'on peut commencer avec la lettre A, si vous le voulez bien. A comme aventure. C'est Kiki Sickle, c'est Bruno. On va parler du PDG d'Intel qui démissionne après avoir, comme on dit en Belgique, frouchelé, et comprendre de quoi il s'agit, avec une de ses employés, Sébastien. Non, c'est Bruno, pardon. Bruno, c'est l'autre sans cheveux. L'autre ouais. Effectivement, donc oui, le mot je ne connaissais pas d'ailleurs, frouchelé, donc j'ai appris quelque chose. Voilà, c'est bruxellois même, je pense. C'est bruxellois, donc oui, pour nos amis français aussi, parce que ça veut dire frouchelé. Ouais. Donc il a eu effectivement une aventure, une relation
au sein, donc qui c'est le PDG d'Intel, hein, Brian Krzanich. Il a eu une relation, on ne sait pas en quelle mesure, si c'était quelque chose de pas très catholique ou pas, mais en tout cas il a eu une relation avec une de ses employés, et figurez-vous que simplement c'est interdit par le code de la société, code déontologique de la société, donc on l'a invité à démissionner gentiment. Il n'y en a pas beaucoup des PDG d'Intel, ce n'est que le 6e. Donc ça, c'est pas quelque chose qui... oui, c'est pas si fréquent que ça, quoi. Je veux dire, c'est pas fréquent d'avoir un choix. Et effectivement, ça fait déjà 5 ans qu'il était à tête d'Intel. Il a passé 31 ans chez Intel quand même. Donc là, à cause de cette relation, il a dû démissionner. Donc voilà, suite à ça, bien entendu, l'action a perdu en bourse. On ne sait pas comment ça va continuer pour Intel. Bon, après, ils vont vite le remplacer. Ils ont déjà mis un CEO en intérim, Robert Schwan, qui est le CFO, et donc ça va continuer business as usual, comme on a l'habitude de le dire. Ouais. Mais bon, voilà, c'est quand même important de savoir que dans la plupart des grandes sociétés américaines, il y a vraiment ce genre de code. Et il faut faire attention à ce qu'on fait. Oui, si on part d'une bonne intention, il faut faire attention à ce qu'on fait. Un code moral, quoi, très, très, très prégnant. Sébastien voulait rajouter un truc. Non, je disais que ça arrive pas à un super bon moment pour Intel quand même, parce que si mes souvenirs sont bons, le gaillard était là depuis un petit bout de temps, et puis mine de rien, c'est sous sa sous sa tutelle que le scandale avait éclaté avec les gros problèmes de sécurité dans l'architecture même des processeurs Intel. Et ce problème doit encore être résolu, et ils sont en train encore de concevoir la nouvelle génération de processeurs qui va résoudre ce problème-là. Donc ils vont devoir trouver un nouveau CEO à la hauteur de ce challenge-là, parce que sans ça, Intel aura des soucis à se faire. Oui, il y a des défis à relever, côté processeur. On en parle peu, en fait, en général, dans la presse, parce que c'est vrai que c'est plutôt la face cachée de l'informatique. Le processeur, on parle des générations, les nouvelles générations de processeurs, toujours plus puissants, toujours plus rapides, avec toujours plus de cœur, etc. Par contre, les enjeux liés justement aux problèmes que tu évoques, et qui sont là purement de l'architecture même du processeur, et qu'on ne sait pas, on patch, mais en même temps, on perd aussi des ressources de ces processeurs. Ça a un impact important. Et donc un CEO qui est à la barre du navire et tient bon le cap, c'est important également. C'est vrai que du coup, relever ce genre d'actualité, c'est aussi de l'actualité technologique, quoi qu'on en dise. On peut passer à la lettre C si vous le voulez bien. C comme clavier, pas comme Christan. Clavier, c'est clavier. On est d'accord, on va parler de clavier. Sébastien, Apple qui remplacera gratuitement, apparemment, les claviers défectueux de ces MacBook. Il faut revenir un peu sur l'histoire de ces claviers, de quelle génération de MacBook il s'agit. Voilà, donc c'est depuis 2015 que Apple avait commencé à commercialiser des MacBook et des MacBook Pro, et même, je crois, une génération de MacBook Air aussi, avec ce qu'on appelle les claviers papillons. Alors le but à l'origine des claviers papillons, c'était d'abord de diminuer l'épaisseur des claviers, puisque les touches ont un parcours très court. Oui. Et ensuite, c'était aussi d'augmenter un petit peu le confort de frappe, dans l'idée que, contrairement à des touches classiques des anciennes générations, ici les touches ne penchent pas quand vous tapez dessus. Donc elles sont censées s'enfoncer complètement verticalement, ce qui était un petit peu une innovation, mais je pense que l'intérêt principal pour eux, c'était surtout d'économiser de la taille. Et il se trouve que ça fait plusieurs années maintenant que de plus en plus de gens se plaignent des limites de ce clavier-là. Alors déjà, ça fait beaucoup de bruit. Oui. Pour ceux qui ont les nouveaux MacBook et le MacBook Air, ils le savent bien, ça fait un petit bruit de clac-clac qui est pas super agréable. Ça dépend oui, ceux qui ont déjà, ceux qui ont des claviers mécaniques, c'est le cas de Marc justement, puisqu'on en parlait, ou de Xavier, autre chroniqueur des technos, ils ont des claviers mécaniques avec des courses un petit peu particulières, avec des touches, des grosses touches là pour le coup, c'est un peu mastoc, etc. Et ça fait des gros clac-clac. Alors quand on a l'habitude, ça va, mais quand on n'aime pas, qu'on n'a pas l'habitude, qu'on aime les trucs un peu plus soyeux, je parle de sonorité, et de toucher aussi par la même occasion. Là, c'est peut-être un petit peu plus gênant, oui. Et puis là, en plus, on avait les inconvénients du clavier mécanique, c'est-à-dire le bruit, sans avoir les avantages, c'est-à-dire la course longue et le toucher clair, quoi. Oui. Donc voilà, des gens se plaignaient des limites de ce clavier-là à cause du bruit, mais surtout à cause de la faible tolérance aux miettes.
Oui, ça lui arrive de temps en temps de... Pour ma part... je te coupe 2 secondes. C'est parce que tu es un petit peu ramé. Voilà, Osaka. Voilà. Ils ont une bande passante de malades. Des trucs, on leur envie, mais c'est pas possible. Par contre, ça coupe. Voilà, j'ai du FTTH, pour ceux qui connaissent, FTTB, Fiber to the Building. Oui. Donc j'ai du 150 en descendant, 200 en montant. Mais par contre, des fois, il y a de la latence. Voilà. Donc, désolé d'avance. C'était le cas. Donc on reprend. Donc, le problème, c'est que c'est peu tolérant aux miettes et visiblement, il y a quand même pas mal de gens qui ont tendance à manger leur sandwich comme des porcasses au-dessus de leur clavier de leur laptop. Ouais. Alors, personnellement, j'ai un MacBook Pro avec un clavier papillon. Je n'ai jamais eu de problème de touche bloquée ou de touche qui se met à répéter les lettres, etc. Mais visiblement, c'est arrivé quand même assez souvent. Et il faut bien dire que si ça arrive, c'est qu'il y a un problème de design à la base parce que tout le monde n'est pas censé utiliser son clavier dans une salle blanche. Ouais, donc, il faut bien quand même prendre en compte l'utilisation réelle du clavier. Ça fait plusieurs années que c'est rapporté et que Apple niait systématiquement le problème en disant mais non, vous avez qu'à pas manger comme des porcasses au-dessus de votre clavier. Un peu comme ils avaient répondu au début avec le Antenna Gate en disant vous avez qu'à tenir votre iPhone autrement. Oui, c'est ça. Et là, maintenant, pour le coup, ils se sont mangés plusieurs class action, donc des procès en groupe. Il y en a 3 qui sont en cours aux US, y compris un, je crois, qui les accuse de vice caché, c'est-à-dire d'avoir sciemment vendu des claviers défectueux, ce qui est assez grave dans la législation pour les consommateurs aux États-Unis. Et donc, du coup, ils se sont mis à réagir. Et là, maintenant, ils ont proposé tout simplement de prendre en charge la réparation intégralement. Donc, à voir en fonction des cas. Des fois, il y a juste une touche à changer. Des fois, c'est tout le clavier. Quoi qu'il arrive, la réparation est gratuite, même si vous êtes hors garantie. C'est-à-dire, même si vous avez dépassé les 2 ans ou 3 ans de garantie classique consommateur, ça, c'est couvert quand même gratuitement. Et si toutefois, vous avez déjà fait des réparations à vos frais par le passé, ils vous les remboursent. D'accord. Donc, ils prennent complètement en charge le truc. Ils en sont pas à faire un rappel parce que je pense qu'ils veulent limiter les frais. Mais en tout cas, ils font en sorte que les réparations soient gratuites. Alors, évidemment, c'est appréciable, mais on y voit clairement un mouvement pour essayer de calmer le jeu au milieu de tous ces procès qui sont en cours en ce moment. Alors, il y a 9 modèles concernés. Depuis 2015, en gros. Donc, ça va du MacBook Air, encore une fois, au MacBook Pro, en passant par les MacBooks classiques. Et pour pouvoir utiliser cette possibilité, il suffit d'aller dans un Apple Store ou dans un magasin réparateur agréé. Oui. Et ils prendront ça en charge automatiquement. Moi, j'ai eu le cas avec pourtant un MacBook 2013 où effectivement c'était une miette. Alors il était tout neuf. Je sais pas comment cette miette est arrivée là parce que je suis plutôt soigneux. Et effectivement, c'était très gênant parce que c'était la lettre J ou je regarde mon clavier parce que je pense que c'était H ou J, enfin une des deux touches. Et elle répondait correctement, mais elle n'avait pas la même sensibilité que les autres. Et donc pour frapper, pour taper, c'était juste impossible. Ça me rendait fou. Et je l'ai eu à l'usure, entre guillemets, en soufflant un gros coup, en soulevant la touche et en soufflant un gros coup dedans dans le clavier, et il est parti. Voilà. Et ça, là, j'ai plus jamais eu de problème de ma vie, enfin de sa vie de clavier. Là, en plus, effectivement, c'est un des autres problèmes qu'on reproche à ces claviers-là, c'est que non seulement ils ont tendance à mal réagir une fois qu'il y a une petite miette qui se glisse dedans, mais en plus de ça, ils sont pas réparables. Sur les anciens claviers, c'était facile de sortir la touche, de nettoyer un petit peu, de passer un petit coup de pouce-pouce, et puis on remettait la touche et c'était reparti. Là, on peut pas l'enlever. Oui, c'est ça en fait le vrai problème. C'est une intervention, quoi. Mais t'es renseigné, hein, j'avais regardé, il y a des tutos, etc. Enfin voilà, il y a plein de sites qui parlent de ça. Comment remplacer la touche, comment la retirer proprement, la remettre proprement, etc. Et comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc c'était la solution ultime, c'était de faire ça éventuellement si j'arrivais pas à l'évacuer par un gros coup de soufflette. Mais voilà, si en plus on ne peut pas l'ouvrir, on ne sait pas le réparer, alors là, franchement, on se retrouve vraiment dans des situations rocambolesques. Surtout que, et là je vais faire un petit peu, c'est un peu, voilà, de le dire, mais c'est vrai, ça coûte quand même une blinde. Hein. Donc pour le prix, on peut au moins s'attendre à avoir quelque chose qui tient debout, ce serait la moindre des choses, quoi. Donc du coup, c'est juste normal qu'ils remplacent, quoi. C'est pas, exactement. Voilà. Et là en plus, moi effectivement, je rejoins un petit peu l'avis de certains de mes collègues et amis, c'est que tout ça c'est pour gagner quelques millimètres, quoi. Oui, des millimètres dont on n'a franchement pas besoin. Enfin, moi si mon laptop était juste 1 ou 2 millimètres plus épais pour mettre des touches plus confortables et plus réparables, je serais ok avec ça. Donc ils ont une espèce d'obsession de la finesse qui des fois prend des proportions assez ridicules.
minuscule. Je pense que c'est les designers aussi, qui à un moment donné ont trop... enfin, ils imaginent un truc, alors c'est très joli, on va pas dire le contraire, sur l'aspect finesse, etc. Et ils jouent un peu là-dessus sur l'ensemble de la gamme des produits, quoi qu'on en dise, que ce soit les tablettes, les smartphones, même l'iMac, avec les bords super minces, etc. Ils ont cette obsession en tête de faire des trucs super minces. C'est design, certes, mais à un moment donné, la technologie a peut-être ses limites et il ne faut peut-être pas aller trop loin non plus, parce qu'on peut décevoir aussi un public, même si c'est un public qui est des aficionados, comme on dit, qui sont prêts à mettre la main à la poche, et malgré tout, il ne faut pas non plus se moquer faut pas se moquer du monde. Je ne sais pas ce qu'en pense Bruno, qui est aussi client de la marque, il faut le dire, oui. Mais pas pour tous les produits, soyons clairs, on n'a pas inféodé complètement à la marque, mais voilà, c'est quand même étrange comme situation. Le design passe en premier lieu chez Apple, ça c'est clair. Oui. Et ils oublient un petit peu les fonctionnalités, qui sont parfois à la traîne côté software. Côté hardware, c'est clair, c'est beau, c'est bon, oui. Mais parfois, comme tu le dis, le design peut parfois nuire à la longévité, je dirais, plutôt d'un produit. Oui. Moi, je suis fan des iMac depuis la première heure. Et d'ailleurs, j'ai mon iMac là qui commence à avoir des problèmes et j'ai trouvé la faille. C'est simplement au niveau du design, il n'y a pas assez d'aération. Ah, oui. Et vu qu'il commence à avoir un certain âge, il y a la poussière qui s'est quand même accumulée à l'intérieur. Ouais. Voilà. Donc, c'est des petits défauts qui, à la longue, les produits sont jolis, fonctionnent bien pendant un certain temps, mais après il faut voir quand même, il y a certaines fonctionnalités qui à la longue risquent de tomber en panne et ils sont pas assez bien testés. Bon, après Apple trouve des solutions, la solution de remplacer gratuitement, de rembourser les gens va quand même satisfaire le plus grand nombre. Ouais, petite parenthèse, en matière d'informatique et de technologie de manière générale, quand vous voyez des choses très confinées, très petites, très fermées, etc., posez-vous la question de la dissipation thermique. Ça paraît crétin de dire ça, mais on avait déjà parlé il y a très longtemps avec l'autre Sébastien, on a un hors-série concernant un micro-ordinateur qui tient dans ce qui est à peu près ce qu'on pourrait comparer à une boîte de CD, c'est un tout petit et qui fonctionne très bien jusqu'au moment où il arrive à sa température maximum et où là il fonctionne plus parce que il s'étouffe complètement. Et donc voilà, la technologie a besoin de respirer et la température et l'informatique ça fait pas bon ménage. Donc voilà, je ferme la parenthèse. On peut passer à la lettre F si vous le voyez bien avec on sent que c'est Marc qui a préparé les sujets. F comme foutu dehors. Voilà, Bruno, il s'agit d'un être humain, un monsieur qu'on ne connaît pas, enfin moi je le connais pas personnellement, qui a été viré par une intelligence artificielle. Pas vraiment l'intelligence artificielle. En fait, c'est un monsieur du nom de Ibrahim Diallo qui, un jour, qui travaille à Los Angeles, à LA. Il se rend à son bureau, il se rend compte que son badge d'entrée ne marche plus, il arrive quand même à rentrer via un garde, etc. Et puis il se rend compte que tout un processus a été mis en route pour le licencié. Donc il était viré de son emploi alors qu'il n'était pas du tout au courant. Et en fait, il met en garde un petit peu toutes les grandes sociétés où beaucoup de processus sont complètement automatisés et où un processus ou une petite case à cocher, on va dire, déclenche beaucoup d'autres processus automatiquement sans qu'il y ait le moindre humain qui vérifie la véracité de cette information-là. Donc, en l'occurrence, son manager qui avait été licencié, mais qui était en préavis et faisait son préavis de la maison en home office, avait oublié de valider le renouvellement de son contrat. Donc, il a été automatiquement marqué par le système comme étant inactif. Oui, donc tout le reste s'est enchaîné automatiquement. Badge, il a été jeté de son bureau quelques heures après et pendant 3 semaines, il a dû rester à la maison parce qu'il était licencié dans le système et il savait pas quoi. Tout le monde ne savait pas quoi dire. C'est vrai que dans les grandes entreprises, pour chaque membre du personnel correspond différents profils, que ce soit l'accès à Internet, l'accès aux mails, les badges. Ce à quoi donne accès le badge, etc. Tout ça est informatisé. Et donc, forcément, si quelqu'un ne fait pas son boulot ou le fait mal, ça a des conséquences plutôt dommageables. Parce que c'est vrai que quelque part, psychologiquement, ça ne doit pas être évident à vivre. Imaginez arriver à votre boulot et vous badger à l'entrée et tiens, ça marche plus, et puis on vous dit vous n'avez plus de bureau, vous n'avez plus accès à votre compte email, etc. On peut se poser des questions, quoi, Bruno.
C'est même bien pire que ça, parce que donc il s'est fait virer. Et c'est comme dans les films américains. C'est vraiment comme ça aux États-Unis. Son petit carton. Il y a les gars de sécurité qui viennent dans votre bureau, ils vous foutent dehors. Ouais. Quasi violemment, mais le problème c'est que tous ses collègues de travail l'ont vu être viré dehors. C'est ça, Après 3 semaines, tout est rentré dans l'ordre, il est revenu dans son travail, mais les gens croyaient qu'il y avait eu un problème et se tenaient à l'écart. C'était tellement une crise tellement psychologique pour le gars qu'il a dû changer de boulot. Il supportait pas la vue des autres collègues. Et maintenant il a toujours accès. Le truc à l'envers. Non mais c'est dingue, c'est vrai. Voilà, non, ça va bien au-delà que simplement le fait d'avoir 3 semaines à être à la maison. Oui, parce que j'imagine qu'au niveau comptable aussi, du coup, il n'a pas touché des salaires. Enfin, il y a certainement. Enfin, on peut imaginer tous les effets de bord possibles et imaginables dans des situations qui sont un petit peu. Là, c'est vraiment fou, quoi. Et tout ça, c'est une erreur humaine. On ne peut pas dire que c'est pas du tout d'intelligence artificielle. C'est juste un enchaînement d'actions qui ont été mal pensées par l'être humain. Donc, c'est l'être humain qui a mal conçu une séquence, un programme, et sans avoir de contrôle humain. Donc voilà, automatiser les choses c'est bien, mais quand même il faut avoir à un certain moment un contrôle sur les process. Je vous renvoie au film Brasil, ça me fait un peu penser au film Brasil. Exact, je pense à la même chose. C'est le bureau du recoupement. Je vous renvoie à ce film-là, allez le voir si vous ne l'avez pas encore vu, mais je pense que vous l'avez vu, franchement. Classique. Un classique, exactement. C'était la lettre F comme foutu dehors. On peut passer à la lettre G, beaucoup plus classique si vous le voulez bien. G comme Google. Sébastien, on parle de Google qui voudrait, alors allez savoir pourquoi, prédire la date de notre mort. Il faut que tu nous expliques les raisons du pourquoi, du comment, et comment surtout. Voilà, donc après avoir foutu les gens dehors, on va les foutre à l'article de la mort. Avec Google, alors les articles, comme souvent dans la presse, les articles sont un petit peu sensationnalistes comme ça, et puis vous font passer, ça laisse croire que Google va être capable, juste en allant lire vos emails, de vous annoncer la date et l'heure de votre mort dans 50 ans. Il en est rien. Ici, c'est juste que Google a travaillé. Ah, la petite coupure de fibre classique, on va dire. Là, ça a du mal à revenir. Ah non, voilà, c'est revenu. La petite coupure japonaise, c'était l'instant japonais. et je le vois en plus, je le vois venir. Donc, ici, Google a travaillé, comme je disais, avec des hôpitaux. Donc, c'est vraiment, ils sont capables, avec un algorithme de deep learning, donc de d'intelligence artificielle, de détecter, enfin, de prédire certains événements comme, par exemple, la durée moyenne de votre séjour, les probabilités de réadmission dans les 30 jours et éventuellement la date de votre décès à l'hôpital. Sur base déjà d'une admission, donc ils ont travaillé sur des patients d'hôpital, donc des patients qui sont déjà pas dans une forme olympienne, on va dire, et ils se basent pour ça sur les dossiers médicaux de plusieurs centaines de milliers de patients dans ces deux hôpitaux. Et donc, ce qui est nouveau, c'est qu'il existait déjà des modèles prédictifs qui existaient, des modèles analytiques dans lesquels on prenait un petit nombre de variables et on les mettait ensemble pour essayer de prédire certaines possibilités. Oui. Ah, tu ne nous entends plus. Il ne nous entend plus. Si, on t'entend. Allô ? Oui, on est là. Voilà. Donc là, pour le coup, j'ai dit un truc qui a déclenché mon Siri. Tout va bien. C'était donc ça. Voilà. Donc, d'habitude, les modèles prédictifs, comme je disais, partent sur un tout petit nombre de variables. Et donc, il y a un travail énorme qui est nécessaire en amont pour faire ce qu'on a comme du big data. C'est-à-dire, on doit sélectionner les données, les filtrer, les nettoyer. Ici, l'algorithme de Google d'intelligence artificielle, il est capable de procéder, d'analyser des dossiers médicaux entiers, bruts. Oui. On lui donne à manger tout ça et on lui donne à manger évidemment le dossier médical du patient pour lequel on veut faire des prédictions, et il vous donne plein d'infos qui en l'occurrence sont plus fiables que sur tous les algorithmes analytiques qui existaient jusqu'à présent et qui nécessitent moins de travail humain puisqu'il n'y a plus tout ce filtrage et ce nettoyage de données à faire en amont. Donc l'étude est assez intéressante. Ils l'ont fait sur 2 hôpitaux américains et les résultats étaient déjà excellents. Et donc maintenant ils vont essayer d'étendre ça à d'autres domaines, et l'objectif évidemment c'est de libérer du temps d'analyse des médecins parce que il y avait beaucoup de médecins chercheurs qui passaient du temps à nettoyer les données, c'est d'aider à mieux cibler les traitements et les examens, donc de limiter le coût aussi de la prise en charge.
et puis d'anticiper même certaines urgences médicales pour mieux les prendre en charge aussi. Donc il y a vraiment plein de choses intéressantes. Il y a des débouchés intéressants, mais il y en a des qui sont peut-être plus inquiétants. C'est par exemple si tu veux contracter un prêt, une assurance, etc. Enfin, tu vois, toutes des choses qui sont à des échéances données, qui peuvent devenir bloquants simplement parce que la machine a dit « Ah, mais non, lui, il ira pas au bout du truc, c'est un risque. » Ça peut être gênant aussi. Là, en l'occurrence, le scope est assez cadré, mais moi, c'est vrai que ça m'inquiète de savoir que c'est Google qui fait ce genre de projet de recherche et pas une institution de recherche publique quelconque, parce que, encore une fois, toute cette analyse, ça nécessite une centralisation d'un grand nombre de données médicales. Alors, dans le cas de l'étude là qu'ils ont fait, c'était un projet pilote avec des données complètement anonymisées. Ouais. J'espère qu'ils vont garder ce standard, parce que à terme, évidemment, quand vous avez un gros amas de données comme ça qui vous rend capable de faire des prédictions, ça va être dur de résister à la tentation de revendre ces données-là à des compagnies d'assurance. Ouais. Entre autres, hein, c'est quand même assez, entre autres, mais c'est un cas d'usage rêvé pour elles, et c'est clair qu'elles vont pousser dessus, et il va falloir qu'il y ait au moins de la réglementation, voire une certaine déontologie pour prendre en charge, pour éviter ce genre d'écueil, quoi. Évidemment, ça ne concerne pas ceux qui pètent de santé, comme on dit, hein, qui n'ont jamais été hospitalisés, qui vont jamais chez le médecin. Quoique là, on pourrait aussi peut-être en déduire que s'il leur arrive un pépin, ils vont être les premiers surpris. Il paraît hein, qu'en Belgique, je ne sais plus les chiffres exacts, je pense que c'est un Belge sur 10. Ces 5 dernières années n'a pas été voir un médecin généraliste, par exemple. Je peux dire une bêtise sur les chiffres, mais c'est à peu près ça. Donc on peut aussi se poser des questions. C'est moi le Belge sur 10. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, mais à un moment donné, et puis à un moment donné, ça te tombe sur le coin de la tronche, et tu te retrouves dans les hôpitaux pour des raisons X ou Y, sans que pour autant tu sois à l'article de la mort, hein, soyons clairs. Mais dans des bobos, les bobos de la vie, plus on vieillit, plus il y a des risques. Donc ce genre de truc, je trouve ça bien pour l'aspect médical. Ce genre de recherche, mais pour l'aspect économique, là, bémol quand même, hein, soyons clairs. Tiens, juste en passant comme ça, petite parenthèse, et pour sortir du sujet, mais rester dans l'intelligence artificielle, je lisais un article là tantôt, concernant, vous savez, ces poupées robots, sex dolls, vous voyez, des poupées gonflables très modernes, qui vont avoir le droit de dire non. C'était en tout cas le titre, ça m'a choqué. Je me dis, mais donc il va falloir maintenant, oui c'est ça, c'est Westworld. Il va falloir draguer sa poupée. Si on veut, si on veut en profiter, c'est pourquoi on l'a acheté. Donc c'est quand même très particulier. C'est intelligence artificielle. Hashtag MeToo de la sex doll. Donc voilà, c'est quand même un petit peu spécial. Mais voilà par où ça va. Alors sous le vocable intelligence artificielle, pour l'instant, on met un peu tout et n'importe quoi. Hein, soyons clairs. Nous, ça nous excite un peu parce qu'évidemment, on est des technophiles et on parle technologie et actualité technologique chaque semaine, mais il faut se méfier un petit peu de l'appellation aussi, et je pense que dans la saison prochaine peut-être, ou dans d'autres occasions, on aura l'occasion sans doute de recadrer un peu plus les choses par rapport à ces fameuses intelligences artificielles. On passe à la lettre L comme lecture, Bruno. On parle d'Amazon Prime Reading, ou j'ai sauté une lettre? Non, hein. Non. C'est bien Bruno. Et c'est parce que je te voyais lever la main. On parle d'Amazon Prime Reading, qui a... Alors, je ne sais pas lire la suite. Pile à temps pour l'été. Ah oui, c'est pile à temps pour l'été, c'est parce que ça tombe bien, c'est ça? Oui, on rappelle, hein, c'est un sujet de marque. Hein, donc, lui qui est fan absolu des liseuses tout à fait. d'Amazon. Donc, là, effectivement, tous ceux qui auraient un compte Prime, en France, au Luxembourg, on a aussi des comptes Prime. Il y a la France, en Belgique aussi. Donc, on peuvent maintenant profiter. Et effectivement, c'est pile à l'heure pour l'été, de pouvoir lire des e-books grâce à ce compte Prime, mais c'est pas quelques e-books choisis comme ça et de pas de bonne qualité, c'est vraiment quelques centaines d'e-books, des romans, des guides de voyage, ça tombe bien aussi, et des livres de jeunesse et encore de bonne qualité pour rien, pour 0 €, parce qu'on a déjà l'abonnement Prime, donc on peut en profiter comme ça gratuitement. Donc c'est assez intéressant qu'ils lancent ça. Je pense qu'ils veulent donner goût à ça, et puis les gens vont bien entendu acheter un peu plus de contenu, mais ça va dans leur philosophie d'intégrer pas mal de contenu dans le Prime. Il y a aussi le contenu vidéo qui est dedans. Après on a accès aussi à l'audio, mais celui-là est payant, voilà, mais on a aussi accès à ça, voilà. Donc Amazon qui gagne du terrain encore et tout.
Ça peut faire peur aussi en même temps, hein. On l'a déjà dit, c'est vrai qu'ils deviennent quand même un petit peu... omnipotent sur plein de sujets. C'est vrai qu'au départ, beaucoup d'entre nous ont acquis un compte Amazon Prime pour avoir la livraison gratuite. Quand on commande souvent, c'est vrai que la livraison rapide aussi, surtout, je serais tenté de dire. C'est vrai que quand on commande régulièrement, c'est un avantage de pouvoir comme ça être livré dans des délais super courts. Et puis après, c'est venu se rajouter toute une série de produits gratuits ou avec des accès un peu plus facilités pour ceux qui avaient l'abonnement. Ce qui fait que ça le valorise, hein. Cet abonnement Prime, finalement, c'est un coût qui passe quand même relativement inaperçu. Ils sont forts, il faut le dire. Quand c'est fort, c'est fort. Ils sont très très forts. Ils sont très très forts, mais bon, ça n'empêche, si vous avez l'occasion de faire vivre votre petit commerçant local près de chez vous, n'hésitez pas à le faire aussi, parce qu'il mérite aussi, quelque part, hein, il faut bien le dire. On peut passer à la lettre M. Voilà. M comme moche. Ça me fait chaque fois rire, je sais pas pourquoi. C'est Marc. Voilà, c'est les titres. Merci encore. Hein. Désolé, Marc. Instagram lance une plateforme pour les amoureux des vidéos verticales. C'est vrai que c'est important. C'est Instagram TV. Hein. C'est de ça dont on parle. Oui, on en avait déjà parlé la semaine passée. On avait déjà évoqué ça. Parce que la news tombait juste au moment où on enregistrait plus ou moins. Donc effectivement, c'est Instagram TV, IGTV, qui lance effectivement, c'est des chaînes carrément liées à des comptes où on peut poster des vidéos verticales, et oui, vidéos verticales pour les jeunes, dans ce contexte-là. Pas que les jeunes, je pense, mais c'est vrai que bon, les jeunes sont peut-être plus habitués au format vertical de manière générale, mais moi je vois plein de gens qui ont des chaînes YouTube et qui ont aussi des comptes Instagram et qui commencent à publier des vidéos verticales sur leur compte Instagram. C'est un format un peu particulier, mais ça raconte pas nécessairement les mêmes histoires et la même manière de raconter les histoires que l'image horizontale, mais ça garde un intérêt quand même à suivre, j'ai l'impression. Non ? Oui, et la longueur des vidéos, donc parce que déjà sur Instagram, on pouvait mettre des vidéos, mais elles étaient limitées en temps. Ici, on peut aller jusqu'à 1 heure de vidéo. Ça, donc on pourrait presque mettre un podcast Les Techno. Oui, mais ça paraît que je ne ferai pas. Presque. Hein. On le ferait en format vertical, ça serait pas mal non plus. Oui, mais le problème du format vertical, ça dépend de ce qu'on raconte comme histoire, une fois de plus. C'est ça, il faut bien comprendre. Le format horizontal se prête peut-être plus à faire des plans larges, à raconter des choses. C'est vrai que nous, on pourrait le faire verticalement parce qu'on voit nos tronches et on n'a pas besoin de voir ce qu'il y a sur les côtés. Hein. Il y a très peu d'informations sur les côtés, vous l'avez noté. Pour l'instant, du moins. Peut-être que ça changera, hein, petit teasing. Mais pour le reste, c'est vrai que certaines chaînes YouTube avec de très jolis paysages, etc., ça raconte pas la même histoire. Et là, on a besoin quand même d'avoir un point de vue. On a, comme je le disais déjà, les deux yeux les uns à côté des autres, pas l'un au-dessus de l'autre. Et donc, du coup, c'est peut-être mieux de l'avoir horizontal. Mais bon, pourquoi pas, hein, qui a déjà regardé des vidéos verticales, en l'occurrence d'Instagram, je sais pas, Sébastien, non, pas encore. T'as pas encore eu cette occasion. En fait, je suis abonné à plein de gens qui ont commencé à l'utiliser, notamment Philippe DeFranco par exemple, qui a apparemment fait partie des premiers à le tester, mais j'arrive pas à accrocher. Je trouve que les vidéos sont beaucoup trop longues pour le format Instagram. C'est peut-être mon côté vieux con, mais j'arrive pas à accrocher. Et déjà avec les stories, quand les gens mettent des vidéos trop longues, ça me saoule. Alors dans IGTV pour l'instant je vois pas l'intérêt du format. Bon, à suivre, comme on dit, hein, dans ces cas-là. Il faut voir avec l'été aussi, hein, ce que ceux qui ont l'habitude de poster sur Instagram, qui est quand même le réseau social en vue, hein, de plus en plus. Les jeunes abandonnent progressivement Facebook, qui est devenu un réseau de vieux, pour aller sur Instagram, et où il y a effectivement là une imagerie déjà existante et des comptes d'influenceurs, on va dire, qui vont pouvoir peut-être produire des choses intéressantes. Moi, je suis fan, hein, de tout ce qui est neuf, entre guillemets. J'adhère pas à tout, mais j'ai envie de tester, j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez la possibilité de poster sur Instagram des vidéos verticales, faites-le nous savoir, on les regardera avec attention et on essaiera de s'en faire l'écho quand on en reparlera à la rentrée, parce qu'on en reparlera, j'ai l'impression. Je sais pas si Bruno avait un truc à rajouter sur cette news, pas particulièrement. Parfait. Ok. Pas pour l'instant, effectivement. On verra plus tard. Ça, c'était la lettre M comme moche, hein. Donc...
N comme neutralité du net. Et ça, c'est le dossier qui nous occupe un petit peu ces dernières semaines, ces derniers mois, je serais même tenté de dire, depuis que Donald Trump a décrété que table rase du passé, la neutralité du net, on se torche le popotin avec, mais c'est pas que chez Donald que ça se passe manifestement. On parle de l'opérateur emblématique historique belge, Sébastien, qui lui aussi fait un petit coup de canif chez nous dans cette fameuse neutralité du net. Voilà, donc l'opérateur national qui s'appelle Proximus, qui est un peu l'équivalent d'Orange en France, qui lance 2 nouvelles offres d'abonnement qui s'appellent Epic, avec la particularité de, pour la modique somme de 20 € par mois, de vous offrir l'accès illimité à 7 applications de médias sociaux. Et même si vous payez 5 € au plus par mois, donc 25 € par mois, vous avez même 5 services de streaming, donc de streaming audio, pour le coup, on parle de Google Play Music, Apple Music, Deezer, SoundCloud et Spotify, qui sont inclus et limités dans l'abonnement. Alors ça a l'air innocent, comme ça on se dit chouette, une bonne affaire. Sauf que il faut bien réaliser ce que ça veut dire. Ça veut dire que en gros, pour ces services-là, c'est gratuit, mais pour tous les concurrents, eh ben vous payez le prix fort. C'est ça. Puisque vous allez payer un volume de données qui va être déduit de votre abonnement. Par exemple pour YouTube. Alors YouTube, ils sont pas à plaindre, vous allez me dire, mais c'est la même chose pour LinkedIn et quid de si vous utilisez WhatsApp ou Signal ou je pense surtout à Signal et Telegram par exemple. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour le côté vie privée plutôt que Messenger, qui lui va être couvert par cette offre, mais WhatsApp et Telegram et Signal ne le seront pas. Donc pour moi c'est presque un acte militant de refuser ce genre d'offres qui mettent clairement un coup de canif dans la neutralité du net. Et alors le plus drôle que j'ai trouvé dans l'histoire, c'est que quand on leur a signalé que cette offre-là elle était un peu limite du point de vue de la neutralité du net, qui rappelons-le et figure dans la Constitution européenne, donc normalement ne devrait pas être pouvoir être entaché comme ça. La réponse aussi bien du ministre des Télécoms que donc belge Alexandre De Croo que du porte-parole de Proximus, c'est de dire oui mais c'est bon, l'offre a été validée par l'IBPT. Alors l'IBPT, c'est quoi pour nos amis français? C'est l'équivalent de l'ARCEP, c'est-à-dire la régulation, l'autorité de régulation des télécoms. Sauf qu'il faut savoir que contrairement à la France, notre IBPT belge, eh ben elle est contrôlée à grande majorité par Proximus. Oh non, comme de par hasard. Donc ils valident leur propre offre, ils sont sympas quoi. Ça veut absolument rien dire et je trouve ça vraiment très limite. Il y a une grosse année de ça, me semble-t-il, la CEO de Proximus elle avait déjà annoncé que la neutralité du net ça lui posait un problème parce que elle avait l'impression que sur son dos les GAFA se faisaient des fortunes sur le dos des opérateurs télécoms. Sauf que oui, mais ils peuvent très bien équilibrer les comptes et faire une offre globale pour tout le monde avec un tarif unique tout en assurant entre guillemets la continuité des services data. Ici on parle bien du data mobile, pas de la consommation sur la ligne ADSL ou câble ou autre. Exactement. Voilà. Ça leur pose un vrai problème aux providers. C'est eux en fait qui sont le moteur de cette fracture avec la neutralité du net. Et quand ils avaient mentionné cette possibilité, c'est-à-dire en gros de faire payer les fournisseurs de contenu comme YouTube, etc., pour l'accès à leur câble, à cette époque-là, le ministre Télécom, donc Alexandre De Croo, avait dit non, mais là vous déconnez, quand même, neutralité du net, tout ça. Mais je trouve ça assez sournois qu'ils arrivent avec ce genre d'offre, effectivement, qui pour l'instant est limité au mobile et au data mobile, parce que, on pourrait considérer que c'est pas vraiment de l'internet, c'est plus des télécoms, etc. Donc c'est un petit peu limite. Mais pour moi, si ce genre d'offre fonctionne et que tout le monde se jette dessus parce que c'est moins cher, il faudra pas s'étonner si dans quelques années ils arrivent avec ce genre d'offre aussi sur l'internet fixe, parce que personne n'aura rien dit quoi. Et en plus, ce qui est Oui, vas-y. Une fois que la boîte de Pandore est ouverte, je voulais dire, il n'y a plus rien qui peut l'en empêcher. Ça me semble assez évident. Je me demande si, alors là on est dans la popote belgo-belge, mais ça peut se passer aussi dans d'autres pays, dont la France, si le ministre des Télécoms lâche pas un petit peu du lest de ce côté-là, puisqu'il a annoncé récemment qu'il verrait bien un 3e opérateur télécom sur le territoire belge, un 4e opérateur télécom sur le territoire belge, et que du coup ça a fait un petit peu frémir les 3 autres. Et donc, est-ce qu'il c'est pas un donnant contre un rendu, enfin tu vois, un petit donnant entre guillemets.
Pour resituer les choses dans leur contexte pour nos amis français, il faut bien voir que les abonnements mobiles ici sont à des prix ridicules. Oui. On parle de 20-25 euros. Là, c'est le moins cher qu'on peut trouver dans un abonnement à peu près correct. Et pour ça, pour ces 20 euros au passage, en plus de ces abonnements illimités, vous avez seulement 3 gigas de données, 60 minutes d'appel et les SMS illimités. Oui. Pour ce prix-là, en France, vous avez un abonnement chez Free avec tout illimité, même en 4G et tout le bazar. Oui. Donc, ils abusent un petit peu. Ils sont vraiment sur leur tas de sable et ils en abusent, effectivement. Donc là aussi, affaire à suivre peut-être, mais le dossier neutralité du net nous intéresse tous, évidemment, au premier chef. Soyons clairs. On peut passer à la lettre T comme Tesla, voilà donc une marque qui remonte régulièrement dans nos news, il faut bien le dire aussi, et que l'on a aussi envie de commenter régulièrement. Mais Sébastien, on va parler d'un vélo qui... Non, pardon, j'ai sauté une ligne. D'un saboteur, c'est Sébastien, au sein de l'usine qui a manifestement fait des dégâts, paraît-il. Voilà, donc là pour le coup, d'habitude on parle des innovations de Tesla, de ce qu'ils annoncent, des nouveaux modèles et tout, et là ça va être Dallas. On va parler des drames chez Tesla, qui pourraient quand même avoir des effets, des impacts non négligeables sur la production. Donc le 17 juin dernier, donc un lendemain de week-end, notre ami Elon Musk a envoyé un mail à tous ses employés en disant attention, attention. Attention, attention, je le répète encore une fois, attention, attention, et bien les yeux fermés aussi, attention, tu étais à attention, attention. Donc attention, alerte rouge, nous avons détecté un sabotage et en l'occurrence on a identifié le coupable et il a avoué les faits et c'est assez grave quand même ce qu'il a fait. Alors concrètement qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment un employé de Tesla, donc un membre de la Tesla Family comme ils disent, a saboté les chaînes de production et notamment les chaînes de production de la Model 3 en modifiant apparemment certains logiciels et surtout en sortant des données qu'il n'était pas censé sortir, qu'il a envoyé en plus à des tiers indéterminés à l'époque. Il s'est avéré par la suite que c'était pour beaucoup de la presse, mais dans le mail que Elon Musk a envoyé à ses employés, il est assez rapidement monté dans les tours en disant voilà, ça y est, c'est de l'espionnage industriel, c'est nos concurrents qui ont récupéré des données et puis en même temps ils en ont profité pour saboter nos chaînes parce qu'ils veulent notre mort et les financiers, donc Wall Street qui spéculent aussi sur la fin de Tesla depuis longtemps sont aussi dessus, donc il nous a tapé un petit délire paranoïaque pépère. Enfin c'est vrai, les marchés financiers sont assez agressifs sur les actions de Tesla et c'est vrai que les concurrents sont pas spécialement heureux de voir arriver un nouveau concurrent sur le marché. Pour autant, est-ce qu'ils seraient prêts à faire ce genre de choses? C'est difficile à dire. Toujours est-il que par la suite, la personne qui a été identifiée par la suite, donc qui s'appelle Martin Tripp, donc il s'est retrouvé avec un procès forcément. Tesla a porté plainte contre lui et lui il se défend partout dans la presse. Il a été interviewé notamment par CNN et il se présente comme un lanceur d'alerte, un whistleblower en anglais dans le texte, en disant que en fait son objectif c'était de révéler certaines informations internes par rapport à Tesla, notamment des problèmes. Alors, je vais vous le dire, des problèmes liés à la batterie, me semble-t-il. Là, il est moins esthétique comme ça. Je pense qu'il y a des arrêts sur image qui en méritent d'autres, mais celui-là était particulièrement... Donc, c'était des problèmes liés, je disais, aux batteries, sans doute, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? Voilà, à des batteries défectueuses qui auraient été installées sur certains modèles vendus, déjà commercialisés, à une gestion des déchets qui apparemment, d'après le gars, était excessive, mais par la suite, ça a été débunké et ils ont montré que c'était tout à fait normal pour ce genre une usine de cette taille-là. On avait déjà évoqué ça avec Xavier, il y a 2-3 numéros où effectivement, on avait eu une lettre comme détritus, si je ne dis pas de bêtises, où il y avait beaucoup de déchets liés justement à la production des batteries. C'est un domaine assez pointu et c'est pas rare, entre guillemets, qui est, d'autant plus qu'il recycle, c'est pas non plus perdu. Ça part pas dans la nature, quoi. Donc voilà, c'était un peu une non-information, mais qui excitait bien la presse, quoi. Soyons clairs. Voilà.
Et en plus, il prétendait aussi qu'il voulait révéler le fait que Tesla avait tendance à gonfler ses chiffres de vente artificiellement dans les annonces à la presse. Et donc, voilà, il se présente maintenant comme un lanceur d'alerte, alors même que lui-même a diffusé un échange de mails assez virulent avec Elon Musk lui-même, dans lequel il apparaît clairement comme pas un enfant de cœur, et ça menace à tout va, et ça balance des noms d'oiseaux. Et... Ouais. Donc voilà, c'est vraiment un drame assez grave, et ça tombe assez mal pour Tesla. Ouais. À l'époque même où ils sont en train d'essayer de faire augmenter la production des modèles 3 pour atteindre le fameux chiffre de 5000 par semaine sur lequel ils s'étaient engagés il y a déjà quelques mois, alors même qu'ils ont pas mal de problèmes justement de relations publiques avec des accidents et des incendies à répétition sur des Tesla qui sont clairement surmédiatisés, mais bon, ça leur fait mal à l'image quand même. Et à un moment où effectivement les marchés financiers, comme je le disais, sont assez agressifs avec les titres de Tesla. Donc voilà, ça tombe pas super bien pour Tesla, et c'est un drame de plus. Alors est-ce qu'il s'agit d'espionnage industriel, effectivement un lancement d'alerte, ou simplement une vengeance personnelle, parce qu'au passage, ce qui est important... Ce qui est important, c'est la batterie aussi. Non. Décidément, le Japon, ça coince de plus en plus. Ce qui est important, c'est quoi ? Le Japon, c'est ce que c'était. Ouais. Non, ce qui est important, c'est que le gaillard, accessoirement, il avait demandé une promotion qui lui avait été refusée. Ah oui. Donc, voilà, l'hypothèse la plus pragmatique, c'est juste que c'est une vengeance personnelle parce qu'il n'est pas content. On n'a jamais, ni vous ni moi, travaillé pour Elon, hein, soyons clairs, mais je pense que c'est pas non plus le patron le plus facile du monde, soyons clairs aussi. Et donc ça doit provoquer certainement pas mal de ressentis parmi les cadres et autres employés de l'entreprise. Donc voilà, on n'en aura jamais le fin mot, hein, quelque part. Je pense que c'est le genre de situation difficilement défendable d'un côté comme de l'autre, hein, soyons clairs. Ne prenons pas parti. Il y a quand même un procès en cours, donc il va falloir parce que le jugement juge, mais et surtout quel va être l'impact sur la production de Model 3, parce que c'est ça la plus grosse inquiétude, c'est que ça retarde encore l'atteinte de ce fameux objectif des 5000 par semaine qui était prévu pour fin juin. Maintenant, on va voir s'ils vont pouvoir le tenir. Ceci étant dit, s'il y avait autant de problèmes que cet employé le dit, je pense qu'il y aurait eu une flambée, entre guillemets, souvent quand il y a un donneur d'alerte, il est rarement seul, et puis il s'engouffre derrière toute une série d'autres qui vont dire oui, il a raison, et qui vont appuyer, quoi. Surtout que, comme on l'avait évoqué à l'épisode 173, si mes souvenirs sont bons, ils avaient dû virer, je crois, 4000 employés il y a quelques temps. Qui étaient devenus redondants. Donc parmi ces 4000 employés-là, il y aurait pu y en avoir quelques-uns particulièrement en colère qui auraient pu révéler ce genre d'infos. Aussi, donc ou peut-être qu'ils l'ont fait et qu'on ne l'a pas entendu. Ça, mais bon, ça, on n'en sait rien. Affaire à suivre, hein, on verra bien comment ça se passe. J'ouvre de nouveau une petite parenthèse, je me permets un grand déstockage de fin de saison, j'ai envie de dire. Si vous suivez, on parlait d'Instagram il y a quelques instants, si vous avez la possibilité, si vous y pensez, suivez le compte SpaceX d'Elon Musk, ou le compte d'Elon Musk lui-même, ce qui partage énormément d'imagerie justement de SpaceX. Pour l'instant, ils font des tests de retour sur Terre de la capsule dont j'ai oublié le nom. Toi, tu le sais sans doute. CRS. Voilà. La Dragon Crew. Oui, c'est ça. Et assez impressionnant avec 4 parachutes, etc. Et toutes ces vidéos existent sur Instagram, et de très belles photos aussi en général. Je sais pas, ils ont une équipe qui fait ça, qui ne fait que ça à mon avis, parce que ils publient des trucs vraiment, c'est des belles images, quoi. Quand c'est bien, il faut le dire, et ça fait un peu rêver aussi par la même occasion. Oui. Et au passage, dans les 20 heures qui suivent, normalement, il y a un lancement justement de la capsule, le premier test de vol de la capsule Dragon Crew qui est prévu dans les heures qui viennent. Mais à vide, je pense. À l'époque. Voilà. C'est un test, hein. C'est à vide, voilà, c'est ça, sans équipage. Peut-être avec une sex doll à l'intérieur, mais bon. Si elle a dit oui. Si elle a dit oui. Ah non, elle a dit non, d'accord, ok. Avec son ex-femme. On mélange les infos. Son ex-femme, oui, par exemple. On peut passer à la lettre V. Et là, on va parler vélo. Et une fois de plus avec Sébastien. J'ai envie de dire une fois de plus parce que... ou avec Bruno ? Si, hein si. Non, c'est pas vélo, hein, c'est crypto. Non, c'est V. Oui, il y a un mélange. S'il me coupe mes effets maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, on va parler vélo parce que, je dis encore une fois, parce que, sachez-le, on a déjà mis en boîte un hors-série concernant un vélo qu'on va vous proposer durant l'été. Parce que, je tiens à signaler au passage, on va pas vous abandonner pendant les vacances. Au bout d'un bois, accrocher une laisse contre un arbre. Non. On va pas faire ça. On vous a mis en boîte déjà quelques hors-séries. On va essayer d'en faire
un peu plus pour que vous ayez quelque chose à vous mettre dans les oreilles chaque semaine. On va essayer. Quoi qu'il en soit, on se retrouvera, ça c'est sûr, fin du mois de juillet, début du mois août, pour faire un peu la synthèse de l'actualité de ce premier mois de vacances, ça c'est clair. Mais on va aussi vous proposer, je le disais, des hors-séries, dont un vélo que nous présentera Sébastien. Ici, il s'agit d'un vélo un petit peu particulier, rien à voir avec son hors-série, son test à venir, mais un vélo qui, comme le disait Bruno, qui va vous permettre peut-être de miner de la crypto-monnaie. Alors là aussi, on va détailler un petit peu tout ça et débunker un peu parce que les titres de la presse sont toujours assez sensationnalistes autour de ça. Donc venant d'un site qui s'appelle le Cryptonaute. Oui, mais voilà, ils échappent pas à la règle. On cherche les clics à tout prix. Voilà. Donc ici, on parle effectivement d'un vélo électrique, encore une fois, qui est proposé par la société. Le vélo s'appelle le Toba. A priori, va s'appeler le Toba, et il va être proposé par la société 50 Cycles, qui fait des vélos électriques depuis déjà un petit bout de temps. Et là, la particularité de ce vélo, c'est qu'en fait, quand vous allez accumuler des kilomètres, vous allez aussi accumuler des cryptos. Oui, voilà, oui. Hop, je suis reparti. Oui, et je suis revenu. Tu reviens. Donc vous allez accumuler enfin, ils présentent ça comme des crypto-monnaies. En fait, déjà, c'est pas des crypto-monnaies, c'est des tokens. Donc j'explique la différence entre les deux. Une crypto-monnaie, c'est basé sur une blockchain. Donc c'est le Bitcoin, c'est l'Ethereum, ça c'est de la crypto-monnaie. Ensuite, vous avez des tokens, et les tokens, c'est des smart contracts. Donc c'est quelque chose qui fonctionne par-dessus une blockchain, mais qui n'a pas besoin de minage en l'occurrence. Donc il ne sera pas question de minage, c'est juste une attribution de tokens. Donc pour chaque kilomètre, on va vous filer un petit peu de tokens qui correspondent en gros à des points de fidélité. Et en l'occurrence, ça va utiliser un token qui s'appelle le Loyal Coin, qui est conçu comme un système de points de fidélité multi-commerçant. Donc ça va pas être unique à Toba, enfin pas unique à 50 Cycles, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser ces points de fidélité, ces Loyal Coins, pour les échanger contre des avantages, des petits, vous savez, comme la vaisselle dans les stations-service. En gros, ça va être ça l'idée. Soit effectivement les échanger sur des places de marché. Alors là aussi, on se dit chouette, ça y est, je vais être riche. Sauf que ce Loyal Coin, en l'occurrence, il a une valeur toute théorique pour l'instant, puisque la société qui est derrière a fait une ICO, donc une levée de fonds collaborative, fin d'année dernière. Ça s'est terminé en janvier 2018. Ils ont levé 19 millions de dollars à l'époque, qui sont déjà tombés en dessous de ça. Donc là, et pour l'instant, ce token-là, il est même pas échangeable sur aucune plateforme existante. Donc toute cette valeur est assez théorique, et donc pour moi ça pue l'effet d'annonce. Le white paper, je l'ai parcouru vite fait, c'est assez light, ils expliquent pas grand chose et c'est assez vague, donc moi j'ai des gros doutes, et je vois surtout une bonne occasion de se faire une bonne couverture de presse à une époque où les vélos électriques, on le vend en poupe, c'est clair, ils sont en pleine expansion, mais c'est pas évident de sortir la tête du lot, et donc allez, on rajoute un petit peu de crypto là-dedans et boum, on fait le buzz, quoi. C'est vrai qu'on a noté ça durant cette saison, Sébastien, c'est que la crypto-monnaie a bon dos, et on invente des principes qui sont un petit peu borderline par rapport à ce qu'est la blockchain, la chaîne de blocs. Je vous renvoie à des hors-séries qu'on a publiées sur notre chaîne YouTube, où tout ça est expliqué fort bien par Sébastien, et c'est devenu un petit peu le mot à la mode, crypto-monnaie, ça fait un peu rêver, etc. On a vu que il y en a quelques-unes qui ont bien dévissé quand même depuis lors, et que donc c'est plus vraiment une occasion rêvée de se faire du pognon, entre guillemets, mais ça reste une technologie qui est intéressante, et ça il faut pas le perdre de vue aussi. Ceci étant dit, sur le postulat je pédale et je gagne des sous, il y a quelque chose à faire pour les gens qui ont de l'embonpoint. Mais en gros, ils font de la gamification d'un moyen de transport écologique. Là, c'est la façon dont ils le font qui est un petit peu. Ils auraient pu faire ça sans blockchain, soyons honnêtes. Je veux dire, il n'y a pas besoin de mettre de la crypto là derrière. Il se trouve qu'ils utilisent une plateforme qui leur a été fournie par un tiers. Et alors, ce qu'ils promettent pour l'instant, c'est environ 24 € par 1600 km, c'est-à-dire 1,5 cents du kilomètre. Vous n'allez pas être riche demain avec ça, sauf à être un régulier, un coureur invétéré. Mais alors, sauf si vous êtes déjà livreur, tu peux cumuler. Évidemment. Et en plus, les vélos électriques pour les livreurs, ça peut être sympa. Voilà, donc si vous êtes déjà livreur, donc vous faites beaucoup de kilomètres, vous pouvez en plus rentabiliser
les kilomètres. Il y a peut-être moyen de se faire un peu, enfin d'arrondir ses fins de mois. Bon, on verra bien. On passe à la lettre W, mais on n'est pas encore à la fin de notre épisode. W comme Wi-Fi, parce qu'il y a du neuf de ce côté-là au niveau sécurité. Bruno, ça c'est une news que j'ai vu passer également concernant les clés de sécurité WPA. Voilà, pour l'instant, c'est 2, dans la plupart des cas, mais on parle déjà de cette norme WPA 3. Oui, c'est une nouvelle norme effectivement qui va être lancée, donc qui est liée au réseau Wi-Fi, donc l'encryptage des données. Comment se passe cela? Ça va surtout se démocratiser dans les prochaines années, dû au lancement aussi de la nouvelle norme de Wi-Fi. Donc on est là pour l'instant au 802.11 AC, et là la nouvelle norme qui va bientôt être en vigueur, ce sera plutôt la AX derrière, donc simplement. Et donc avec cette nouvelle norme de Wi-Fi, ils vont en profiter pour lancer les nouveaux access points, les nouveaux routeurs, etc., qui auront cette technologie embarquée et ils mettront un WPA3. Donc déjà, la nouvelle norme Wi-Fi va être censée, on va en parler peut-être un petit peu, censée améliorer le réseau Wi-Fi, surtout dans les zones très denses, comme dans des restaurants, des hôtels, donc des salles de concert, par exemple, où tout le monde se connecte au réseau. Et il y a vraiment un encombrement de ce côté-là, mais après il y a le côté sécuritaire il y a des lacunes qui ont été prouvées dans le WPA2 et donc ils ont repensé un petit peu tout ça, et dans le WPA3 donc ça sera beaucoup plus difficile, en tout cas avec ces mêmes méthodes de hacker le système. Donc ça serait une chose. Ensuite, avec cette norme d'encryptage améliorée, il y aura aussi deux pendants. Il y aura le pendant personnel et le pendant personnel et enterprise, donc pour les entreprises, qui sera lui encore beaucoup plus sûr, bien entendu, qui sera aussi bien utilisé par les gouvernements aux États-Unis, toutes les agences de sécurité. Donc là où il faut avoir une sécurité accrue, ça parle un peu moins pour le mortel que nous sommes, mais bon, on sera beaucoup plus sécurisé. Mais il y aura aussi une question de facilité, parce qu'ils vont en même temps aussi proposer des nouveaux moyens de s'enregistrer sur ces réseaux Wi-Fi. Donc jusqu'à présent, vous connaissez peut-être tous, pour ceux qui ne connaissent pas, pour s'enregistrer, il faut normalement donner un mot de passe qui peut être plus ou moins long. On ne parlera pas de l'importance d'avoir des mots de passe difficiles à déchiffrer. On a aussi de nos jours, donc la WPA2, on a aussi la fonctionnalité de WPS. Donc, quand vous avez des nouveaux appareils qui doivent s'enregistrer sur votre réseau Wi-Fi, pour ne pas devoir rentrer le mot de passe, on peut aller appuyer sur un bouton sur le routeur, sur l'access point, pour que l'appareil soit reconnu. C'est le cas des imprimantes, par exemple. Voilà. Plus couramment, c'est ça. Voilà, mais il faudra quand même passer par un processus de validation. Donc, il faut un écran sur ce device même. Après, vous avez des devices qui n'ont pas d'écran ou pas d'input possible. Et là, ils ont développé donc le Wi-Fi Easy Connect, le WEC, qui, grâce à un code QR code, permettra au device de se connecter automatiquement, un code généré, bien entendu, qui permettra automatiquement de se connecter à ce réseau Wi-Fi sans devoir rentrer le moindre mot de passe. Donc en communiquant le mot de passe, finalement, l'accès via ce QR code. Donc tout ça va amener de nouvelles fonctionnalités, de la sécurité en plus. Je vous invite à aller voir le lien de la source qui explique un petit peu aussi plus techniquement comment ça se passe, comment ce chiffrement se passe. Donc c'est la suite de la sécurité des réseaux Wi-Fi. On parle ici bien des réseaux Wi-Fi, et on va augmenter la capacité en même temps, donc avec la nouvelle norme qui théoriquement peut aller jusqu'à 5 gigabits par seconde. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Il y a un véritable enjeu avec l'Internet des objets maintenant, qui se connecte également souvent sur les réseaux Wi-Fi, de sécurisation de ces objets connectés d'une manière ou d'une autre. Donc là, il y a également des enjeux. On aura normalement un hors-série consacré à la sécurité également durant l'été avec notre camarade Patrick, que vous aviez pu découvrir il y a déjà quelques temps maintenant, justement au sujet de domotique. C'est lui qui avait commis une série de hors-série concernant la domotique que vous avez pu voir, que vous pouvez encore voir d'ailleurs sur notre chaîne YouTube, dont
YouTube, je vais dire toutes les lettres dans les mots, c'est peut-être mieux. YouTube, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et on en reparlera bien entendu dans le courant de ces mois d'été. On en est à la lettre W, mais là c'est la fin, c'est la très grande fin de cette saison, de ce 175e épisode également. La lettre W comme oui mais non. Sébastien, on commence avec toi. Internet coupé à l'échelle d'un pays pour éviter les tricheries aux examens. Oui, c'est possible. C'est pas Osaka. Non. Là, c'est coupé tout juste pour nous enquiquiner, nous. Non, mais de quel pays parlons-nous parce que c'est quand même fou, quoi, comme démarche. C'est pour le moins extrême. Donc le pays dont on parle ici, c'est l'Algérie. Et il faut savoir qu'en Algérie avait lieu du 20 au 25 juin dernier, donc les épreuves du bac, oui. Comme en France. Enfin, je sais pas si c'était exactement les mêmes dates, mais eux aussi ils ont le bac. Et pour éviter les tricheries lors des épreuves, Internet a tout bonnement et simplement été coupé dans tout le pays. Tout Internet durant la première heure de chaque épreuve du bac. Vous allez me dire, mais d'où vient cette idée saugrenue ? Alors, il faut savoir qu'en 2016, il y avait eu une grosse vague de tricherie au bac, dans laquelle, en gros, il y avait une astuce qu'avaient trouvé les candidats au bac, c'est que il y en avait qui arrivaient tout de suite, début de l'épreuve, ils prenaient des photos des sujets, ils les envoyaient sur les réseaux sociaux. Du coup, ceux qui avaient un petit peu traîné sur les révisions, ils regardaient ce qui se passait sur les réseaux sociaux, ils préparaient un petit peu, puis ils arrivaient en retard. Et puis... Oui, c'est ça. Ça coupe de nouveau. Hein, mais voilà, et du coup, voilà, ils avaient les sujets, quoi. Oui. Ils avaient les sujets et donc ça avait été assez un scandale. En 2017, ils avaient essayé de couper les réseaux sociaux, mais ça n'avait pas suffi parce que tout le monde avait trouvé d'autres moyens pour échanger ces données. Et alors là, cette année, ils ont sorti l'artillerie lourde, c'est-à-dire qu'en plus de couper tout Internet sur tout le pays, ils ont interdit tous les devices dans les centres d'examen. J'ai envie de dire pourquoi ils l'avaient pas fait avant. Oui, c'est ça. Ils ont interdit les retards, donc tout le monde a dû se pointer. Ce qu'ils avaient fait déjà l'année dernière, mais du coup, comme il y avait tellement de candidats qui avaient cherchaient quand même à gruger le système, ils avaient dû organiser une session de rattrapage pour tous ceux qui étaient arrivés en retard. Oui, c'est ça. Ça sert à donc rien, là, ce coup-ci, ils ont interdit les retards, ils ont interdit les sorties en avance, ils ont mis des détecteurs de métaux à l'entrée des centres d'examen, ils ont mis des caméras de surveillance, les surveillants eux-mêmes, les personnels administratifs, les professeurs, etc., avaient interdiction d'utiliser leur device. Avec tout ça, j'ose espérer qu'il n'y a pas eu de fraude. Mais alors de là à couper l'Internet sur tout le pays pendant 1 heure, à chaque début d'épreuve, c'est quand même un peu fort de café, je trouve. Mais ceci étant dit, moi j'y pensais, j'ai vu cette news passer également, et ça m'a rappelé un vieux film un peu pourri qui s'appelle Les Soudoués, et où il y a le passage du bac justement avec un des étudiants un petit peu plus fortunés que les autres qui trouve des combines technologiques pour se faire communiquer les réponses aux examens. Et je me dis qu'avec la technologie à laquelle on a accès aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas fait plus souvent et qu'il n'y ait pas plus de fraude que ça. C'est complètement hallucinant. Faudrait peut-être remettre en question le mode d'examination et le mode d'évaluation en tenant compte du monde dans lequel on vit. Enfin, je veux dire. Oui, non, c'est ça. Je pense que là, il y a une sous-estimation de cette problématique. J'entends des bruits. Ça veut dire peut-être qu'il faut qu'on s'arrête à un moment donné. J'entends des bruits au loin. C'est très particulier. C'est peut-être chez moi, mais je suis pas sûr. On va accélérer peut-être. On est à la lettre B. J'entends aussi, on dirait Dark Vador qui respire très fort. Oui, c'est ça. On va dire qu'on est à la lettre B comme Bruno. W comme oui mais non, Bruno. Pour parler d'un sujet qui t'intéresse toi particulièrement, mais je pense que d'autres pourraient être intéressés également. Parce que je sais que tu es un petit peu dur de la feuille. Merci. Bruno, c'est une initiative d'un site écologique. Oui, effectivement. Non, on aime bien ce site, je pense, entre geeks ou entre hommes, on va dire. Mais les femmes aussi l'aiment bien. C'est Pornhub, dont il est sujet ici. Et ils vont, et je crois que c'est un peu sur le menu, parce que c'est ce site-là, et puis est-ce qu'en plus c'est quelque chose qui est quand même assez drôle, je trouve, c'est qu'ils vont rajouter les sous-titres sur leur vidéo, sur certaines de leurs vidéos. Donc, pour situer un Pornhub, c'est un site où il y a des vidéos, où il y a des messieurs et des madames tout nus.
Vous voyez, voilà. Donc ils font pas Cosette ensemble. Donc voilà. Vous voyez un peu le genre. Et donc c'est justement pour les gens à handicap, les sourds et malentendants. Comme ça, ils pourront suivre un petit peu ce qui se dit, les dialogues super intelligents, philosophiques. Mais j'espère une chose surtout, c'est que c'est pas quelqu'un qui l'a tapé le texte, que c'est quelque chose d'automatisé. Parce que sinon, il y a une lettre qui va surtout utiliser, c'est le A. Ou le H. Oui, c'est ça. Non, mais, ceci étant dit, on a déjà évoqué dans différents épisodes le type de communication de Pornhub, puisque c'est de deux dont il s'agit. Ils ont une imagination assez fertile, j'ai envie de dire, pour faire parler d'eux, et ça marche à chaque fois. Même nous, on en parle. Et même nous, on en parle, forcément, et des sites très sérieux qui traitent de marketing, de communication, etc., utilisent également de temps en temps ces informations-là, la manière dont ils ont fonctionné, et de communiquer, d'arriver à faire de cette marque quelque chose qui était considéré par beaucoup comme étant un truc un peu glauque, sale, machin, etc., quelque chose de tout à fait commun, et plutôt rigolo, et plutôt amusant, etc. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, c'est quand même particulier comme mode de communication, mais ça fonctionne en même temps. Mais c'est ça, ils ont le don de désacraliser, de dédramatiser en tout cas leur com et leur image de marque. Bon, après, voilà, il se fait que derrière, toute blague à part, enfin, je veux dire, le type de volume de données qu'ils doivent gérer et le trafic, etc., d'un point de vue technologique, c'est juste hallucinant. Hein. Oui. Il y a des geeks très talentueux qui bossent chez eux justement pour gérer ce genre de choses. Oui. Mais après, effectivement, sur la com aussi, ils sont assez forts. Évidemment, c'est pas notre débat de parler de la raison pour laquelle on va sur ce type de site, etc. Ça, on vous laisse juge de votre côté. On parle juste ici de la communication, de la manière de communiquer, qui est plutôt rigolote, pour le coup. Donc voilà, j'imagine le personnel qui doit taper les sous-titres. Ça, c'est une autre histoire, évidemment. Voilà qui conclut notre 175e épisode des Technos, et qui conclut par la même occasion cette 4e saison des Technos. J'espère que vous serez également des nôtres pour la prochaine saison, parce qu'on vous l'annonce déjà. Oui, on sera de retour à la rentrée avec la 5e saison, forcément. Mais avant cela, il y a l'été, le mois de juillet, mois d'août. On vous souhaite d'excellentes vacances, évidemment. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous via les réseaux sociaux, pour le coup, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, on en parlait là tantôt, c'est possible également. N'hésitez pas à nous laisser des messages en dessous de cette vidéo sur YouTube. On essaiera d'en tenir compte pour nos prochains hors-séries ou nos prochains épisodes. Prochain épisode, presque en direct, j'ai envie de dire, en tout cas dans l'actualité, ce sera fin du mois de juillet, début du mois d'août, pour passer en revue justement l'actualité de ce début d'été. Et puis on se retrouvera bien entendu fin août et début septembre, du coup, pour traiter de l'actualité du mois d'août, et puis bien entendu pour entamer ensemble cette 5e saison. Merci à l'ensemble des chroniqueurs qui nous ont accompagnés durant toute cette saison. Merci également, évidemment, à Bruno et à Sébastien, celui qui a la barbe. Merci à tous les autres également au passage. On se dit à très très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter. On reste avec les oreilles tendues, même si on est un petit peu au soleil pour certains, et un petit peu loin des micros et des caméras aussi, il faut bien le dire. À très bientôt. Au revoir.